Crainte. On est en compagnie de Jean-Daniel Nadeau qui est propriétaire avec sa conjointe de Brigade Pizzeria Napolitaine. C'est sur la rue Stanley. Il y en a un autre à Boucherville. Pas mal plus simple de gérer un resto à Boucherville. Ça coûte pas mal moins cher que d'en gérer un au centre-ville de Montréal. Ou, devinez de quoi on parlait pendant la pause? Des maudits nids de poules! C'est épouvantable. Et vous me disiez, Jean-Daniel, sur la rue Maisonneuve ce matin, entre le Centre Eaton et la rue Stanley où je m'en allais, il y avait des nids de poules à grandeur de la rue. Là. Ouais. Vraiment, j'étais un peu... désabusé. Là. Honnêtement, ça n'a pas l'air d'un centre-ville. Je suis désolé. Je sais que peut-être que c'est dû à l'administration précédente. Je ne sais pas. Mais honnêtement, ce matin, là, c'était quelque chose ça faisait dur. C'est ça tous les jours. On en découvre tous les jours. Également, en notre compagnie, en studio, Gabriel Giguère, qui est analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Nicolas Gagnon est directeur Québec pour la Fédération des contribuables du Canada. Puis, vous vouliez tous les deux réagir à chaud, comme nos auditeurs d'ailleurs, Olivier. Absolument. Vous êtes plusieurs à réagir au 187 Cube Radio face à l'histoire de M. Nadeau. On a ici François qui dit « Toujours à demander plus, les instances sont en grande partie responsable de l'appauvrissement de la population. On parle ici de la hausse de taxes. Et aussi, JC de Terrebonne. Excellent témoignage. Il dit, j'avais un ami qui était venu d'Autriche. Ça, c'est pour revenir surtout sur les nids de poules et les travaux partout. Ouais. Elle dit, en quittant Dorval à l'aéroport, elle dit, on dirait la guerre. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Mais surtout, on parle de la rue Maisonneuve, on parle d'un centre-ville, d'une des plus grandes villes d'Amérique du Nord. Là. Exact. On parle pas du tiers-monde. Là. C'est une ville où il n'y a pas beaucoup de camions qui passent, parce que souvent, ils nous donnent le même truc. Ils disent, il y a beaucoup de camions sur la rue Notre-Dame, par exemple. Au centre-ville, il n'y a pas de camions qui passent là, mais les trous, ce matin, on ne pouvait même pas les éviter tellement qu'il y en avait. Là. C'est impossible. Ah non, c'est terrible. Moi, j'en ai vu 2 gros cratères, des nouveaux. Là. Oui, la petite calotte d'asphalte de mauvaise qualité a dû popper. La nuit dernière. En tout cas, ce matin, il y en avait 2 gros nouveaux. 1-877-827-2346. C'est pour nous écrire également par texto 187 Cube Radio pour nous parler. Bien sûr aussi, j'aimerais vous entendre, Nicolas, là-dessus, parce que vous vouliez réagir à ce que disait tout à l'heure Jean-Daniel, qui nous a avoué qu'il avait fait c'est un témoignage, je trouvais, qui était poignant. Jean-Daniel, quand tu disais j'ai vécu un burn-out, mais on sent qu'il est quand même passionné, puis il finissait par dire les taxes, c'est quasiment une fatalité. C'est-tu rendu ça? Oui, je pense que ça a toujours été un peu ça aussi, on pourrait dire. Puis j'ai beaucoup d'empathie pour M. Nadeau, puis comptez sur moi pour être un de vos futurs clients quand je repasse par le centre-ville. Puis j'espère ne pas être le seul. Je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui partagent ce sentiment-là. Mais il y a aussi le fait que les contribuables comme vous sont coincés entre l'arbre et l'écorce. Vous avez eu la pression inflationniste, vous avez la pression fiscale qui augmente, vous avez en plus les travaux qui viennent nuire à vos revenus, et vous avez aussi de l'imprévisibilité de la part de la ville par rapport soit à l'état des travaux, parce que je veux dire, on touche du bois, là, si on en trouve, là, mais il n'en reste que si les travaux prennent fin en 2030, c'est déjà pas pire. Et là, il y a aussi la question de l'indemnisation qui va être aussi assumée par les contribuables. Donc, autant vous payez d'une certaine manière pour les indemnisations des autres, alors que vous en recevez pas, mais vous ne savez pas exactement à quoi ça va équivaloir en termes de montant. Est-ce que c'est un montant qui va être l'équivalent de votre chiffre d'affaires des dernières années avec un ajustement, ou c'est un montant sous forme de prêt, ce qui serait comme peut-être la dernière des choses qu'on devrait refiler à une entreprise, c'est une autre dette. Donc, c'est un très bon point, ça. On est encore avec les prêts de la COVID. On est encore là-dessus. Là. C'est pas terminé. Es-tu sérieux? Ben oui. Il y avait des prêts de 60 000 qui ont repoussé. Puis finalement, ils nous ont envoyé des détails, je pense, il y a 1 an ou quelque chose. Puis c'est des montants qui ont été transformés en marge de crédit avec les banques et qu'on doit rembourser. Donc, c'est pas... Les prêts, c'est vraiment la dernière chose qu'on veut en ce moment. Puis, en fait, Mais est-ce que vous savez de quelle aide il s'agit quand ils disent on va dédommager les commerçants de l'autre bord de la rue, là? De un, je n'ai aucune idée si quelqu'un a vraiment reçu de l'aide jusqu'à présent. Et de 2, et qu'est-ce que ça va vouloir dire? Parce que dans les fine print, dans les petits détails, de ce que j'en sais, de ce que j'en ai vu, là, ils vont donner un pourcentage basé sur les profits de l'année d'avant. C'est-à-dire que si vous avez fait 5 000 $ de profit l'année d'avant et cette année, vous avez fait 0, on va vous donner un aide de 5 000 $ pour équivaloir. Comme, en théorie, ça fait du sens. En réalité, ça ne fait pas de sens parce qu'en 2023, nos ventes ont périclité dès la première année de peut-être 30-40 %. Et ils ne pourront pas récupérer ça. Et c'est basé sur les profits de l'année d'avant. Si on ne faisait pas de profit avant, on fait quoi? Exact. Donc, il n'y a pas d'aide qui aide à payer le loyer. Ça comprend que le loyer reste le même.
on baisse le chiffre d'affaires de 50 %. La nourriture coûte encore la même chose. Puis vous parliez c'est pas une question de profit. Tu sais. Vous parliez de la COVID, puis à l'époque, la COVID, je me souviens, c'était mal fait parce que l'aide au paiement du loyer, il y en a eu, mais c'était le propriétaire de la bâtisse, de l'édifice qui l'avait, et non pas l'entrepreneur qui louait. Alors, il y a beaucoup de... Moi, je sais qu'à l'époque, je louais dans le fameux édifice qui a brûlé, là, qui est encore en train bon, qui est contrôlé par les pompiers, là, puis inquiétez-vous pas, on est toujours là-dessus. On essaie de voir si le pont va rouvrir dans pas long. Mais bref, puis moi, à l'époque, je l'avais dit, comment ça, je n'ai pas l'aide. Moi, c'est mon propriétaire qui l'a, mais comme entrepreneur, j'en ai pas d'aide pour payer mes employés quand même s'ils sont chez eux, parce que tout le monde doit être à la maison. Gabriel, là-dessus? Non, c'est très, très particulier. Maintenant, sur la question de pourquoi les municipalités ont autant augmenté les taxes cette année, il faut voir c'est quoi les postes de dépenses des municipalités, puis la rémunération, c'est énorme comme poste de dépenses, notamment pour les grandes villes. Quand on regarde des villes comme Laval, le nouveau budget qui a été déposé en décembre 2025 pour l'année en cours, c'est quand même 47 % des dépenses est liée à la rémunération. Dans un contexte aussi où l'Institut de la statistique du Québec vient faire des comparaisons avec la rémunération globale des employés du municipal, donc on pense aux salaires, mais aussi aux fonds de pension et autres, par rapport au secteur privé. Et ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une différence de 35 à 40 % supplémentaire là, dans la rémunération globale pour le secteur municipal par rapport à des emplois équivalents dans le secteur privé pour des entreprises de 200 employés et plus. Donc, on comprend que, là, que la base comparative, c'est pas le privé. C'est le privé dans les grandes entreprises. Donc, c'est quand même des entreprises qui sont plus performantes. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on paye les gens dans le municipal très cher. Et au final, ça, quand on renégocie des conventions collectives, qu'on accorde des grandes augmentations, ce qu'on fait, c'est qu'on donne beaucoup d'argent au secteur, ou plutôt aux employés municipaux, et on transfère la facture qui est élevée aux citoyens, qui est pressé comme un citron avec l'inflation. On l'a vu cette semaine, en fait, là, qui est très élevée. Donc, c'est difficile d'accepter ça dans un contexte où c'est pas le citoyen qui a à dire, mais c'est quand même le citoyen qui a à payer. Nicolas? Je suis totalement d'accord. Puis en plus, dans les données les plus récentes, on évaluait qu'il y avait environ 8600 employés de la Ville de Montréal qui font plus de 100 000 $ par année. Là. C'est à peu près le quart des employés qui font un salaire dans les 6 chiffres. Puis c'est un chiffre qui a constamment augmenté dans les dernières années, de même que le nombre de fonctionnaires. Et comme l'a dit Gabriel, la rémunération, c'est un poste assez important en termes de dépenses. La Ville de Montréal elle-même, c'est à peu près 40 % des dépenses qui sont pour la rémunération. Et c'était une des promesses qui a été faite par la nouvelle administration de Mme Martinez-Ferrada, c'était de s'attaquer au nombre de fonctionnaires, de faire d'abord un gel des embauches dans les postes administratifs, ce qui est une bonne chose, parce que clairement que les postes administratifs ont augmenté beaucoup plus que les postes de col bleu, par exemple, dans les dernières années. Donc, il y a un rattrapage qui est fait, mais quand on regarde le premier budget, on va couper 65 postes, alors qu'on avait promis d'en couper 1000 sur 4 ans. 65 postes par attrition, c'est pas des économies importantes qu'on va dégager de là. Et là, le temps coule, et là, on se demande si finalement on va vraiment couper ces 1000 postes d'ici la fin du mandat, ou si finalement ça va être remis au calendrier grec, comme ça a été souvent le cas, et qu'on va trouver des raisons en fait d'augmenter les effectifs pour toutes les raisons du monde. Donc essentiellement là pour l'instant le premier budget de la Ville de Montréal, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'objectifs qui sont atteints. D'ailleurs, la promesse de limiter l'augmentation du compte de taxe à l'inflation s'est brisée à plusieurs niveaux, parce que l'augmentation moyenne c'est 3,8, donc on est déjà au-dessus, puis ça c'est moyenne, on sait qu'il y en a qui payent beaucoup plus. Mais quand on compare l'inflation réelle pour l'année 2025, parce que là ils ont pris une inflation ponctuelle, donc du troisième trimestre de l'année 2025 qui était de 3,4 %. Mais s'ils prenaient pour l'année complète, c'est 2,4 %, le vrai chiffre de l'inflation pour l'année 2025. Donc, il y a quand même plusieurs villes qui nous ont qui sont passées un sapin là-dessus en augmentant beaucoup plus que ce qui a été ressenti par le portefeuille des contribuables. Complètement. Restez là, tout le monde. On a avec nous sur la situation du pont Jacques-Cartier, là, suite à la suite de l'incendie du 1600 de Lorimier depuis la nuit dernière. Les pompiers travaillent fort, les pompiers de Montréal, là, pour essayer de contrôler ce feu. Je pense que c'est fait. Avec nous, le président de l'Association des pompiers de Montréal, Chris Ross. Bonjour. Faites-nous un petit peu le point, Monsieur Ross, là, de ce qui se passe sur le terrain en ce moment. L'incendie continue. C'est quelque chose qui est rentré hier soir autour de minuit, a monté jusqu'à une 4e alerte.
on a eu dû faire l'obligation, le changement de relève. Nos pompiers terminent puis commencent à 7 heures le matin. Donc, jongler le changement de relève ce matin. Là, une quinzaine de minutes, il restait encore une vingtaine de nos unités sur les lieux de l'intervention en train de justement terminer l'extinction, s'assurer que le bâtiment demeure stable. Puis on avait compris qu'en même temps, il y avait des inspections qui se faisaient au niveau de la pont pour justement prendre la décision de commencer à réouvrir ça. J'ai fait partie de ceux qui ont eu dû passer au travers de trafic un matin pour me rendre au bureau. Oui. Et là, est-ce qu'il y a une autorisation là, sur la réouverture des voies du pont et si oui, lesquelles? J'ai pas les détails là-dessus. J'ai pu comprendre qu'il y a une décision qui était prise pour quelques voies. J'imagine limiter au moins une certaine portion de trafic à transiger le pont pendant qu'on s'assure que l'ensemble de la chose est sécuritaire. Mais j'ai pas eu les dernières informations sur quelle voie puis en quelle direction. Moi, on me disait 2 voies direction sud avec des patrouilles de ralentissement sur le pont. Ce serait bien logique. Oui, OK. C'est quelque chose, un feu comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu à Montréal. Hein? Est-ce que... Ben, les incendies majeurs, je te dirais, il y en a quand même fréquemment. Ouais. La différence, c'est parce que un bâtiment vacant, la propagation nécessite un plus gros déploiement et c'est surtout plus rapide, plus agressif, puis surtout plus spectaculaire quand on voit un bâtiment désaffecté, brûlé. Donc, c'est peut-être cet aspect-là qu'on n'a pas vu depuis une petite boîte, mais sinon, des incendies majeurs de 4e, 5e alerte, il y en a quand même à tous les mois. Tous les mois. Wow, c'est important. Ouais, c'est vrai que les édifices sont beaucoup construits en briques, mais aussi en bois à Montréal. Alors, c'est important. Et merci beaucoup. Bravo à tous les pompiers. Vous savez qu'on vous aime. Hein? Vous travaillez tellement fort au péril de votre vie. Heureusement, il y avait personne, hein, M. Ross, dans cet édifice désaffecté. Ben, pas de notre connaissance, mais on sait quand on parle des bâtiments désaffectés, l'incinérance, c'est le mot-clé dernièrement, mais souvent on retrouve du monde qui cherche l'abri quand il fait froid. Donc, comme pompier, on peut jamais prendre pour acquis que le bâtiment va être vacant. Il nécessite quand même une certaine recherche de notre côté pour s'assurer qu'il n'y a pas personne à l'intérieur. Oui, effectivement, c'est ça. J'avais eu très, très rapidement, avant de vous laisser aller, il y avait peut-être, on m'a dit là, qu'il y avait des gens qui surveillaient voir l'état du pont. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, si vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, comme quoi peut-être que la structure en métal aurait même chauffé, que c'est pour ça qu'on attendait là, avant de pouvoir dire que le pont va rouvrir complètement, soit ce soir, soit demain matin. Là. Bien, c'est sûr que la fermeture du pont, c'est une décision assez complexe que le service d'incendie a dû prendre là, pour une multitude de raisons. Évidemment, le bâtiment est collé directement sur le pont, donc il y a un danger au niveau de l'exposition par la chaleur radiant qu'on peut ne pas nécessairement quantifier puis qui est très loin de notre expertise. Il y a aussi la présence de la fumée qui vient donner un problème de visibilité sur le pont si le monde sont en train de traverser. On sait qu'il n'y a pas de voie dans le milieu qui protège la contresens. Puis on a eu à déployer nos véhicules sur le pont pour atteindre l'incendie à une certaine facilité de capable de mettre des camions d'incendie sur le pont, d'avoir accès directement au toit afin d'arroser et aider à l'extinction. Donc, un mélange de tout ça, par précaution, on exige la fermeture du pont. Puis quand on arrive à la réouverture, ça prend du monde qui ont des techniques nettement plus que nous autres pour déterminer si c'est sécuritaire ou non. Incroyable. Je regarde les images qu'on est en train de diffuser sur les ondes de Cube Télé. Monsieur Ross, je racontais aux auditeurs tout à l'heure, c'est mes anciens bureaux qui ont brûlé. Quand je vois les photos, c'est ma fenêtre de bureau puis ma fenêtre de salle de conférence. Ça fait quand même un petit choc. OK, oui, effectivement, elle a bien brûlé. Il ne resterait pas grand-chose, mais qu'elle soit finie, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Merci, puis continuez votre bon travail. Merci beaucoup à vous. Merci à nos invités. Sincèrement, vous voyez, on parle beaucoup. Je voulais juste vous lancer très, très, très rapidement, peut-être, puis ce sera notre conclusion sur le déficit d'infrastructure, parce que vous avez parlé, Gabriel, du fait que les villes, pourquoi il y avait ces hausses-là, puis les villes vont plaider, puis elles l'ont fait déjà, il y a déjà plusieurs mois, ça fait des années, en fait, que les villes disent « aidez-nous », parce que c'est sûr que si le gouvernement ne nous aide pas, avec les montants d'infrastructures qu'on va devoir payer, l'augmentation des coûts, vous en avez parlé, Gabriel, qu'on doit payer, on n'a pas d'autre choix que d'aller fouiller dans la poche des citoyens et des commerçants comme Jean-Daniel. Alors, là-dessus, on a il y a comme pas d'issue. Ben, il y a certains issues. Je pense que les villes ont un devoir aujourd'hui de s'occuper du maintien des actifs présents et non de développer tout de suite de nouveaux actifs. Là. Quand on a une détérioration, on parlait des nids de poules là, à grandeur. C'est à Montréal, il y en a des nids de poules partout dans les villes au Québec. Mais il faut regarder dans le budget, quelle est la part associée au maintien des actifs. Ce qu'on voit notamment dans la ville de Québec, c'est que
l'année actuelle, on a moins d'$1. En fait, 46% du budget en capital est lié au développement pour cette année d'infrastructures. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut maintenir les infrastructures. Alors, vous dites, faites pas ça. Non. En fait, c'est 46% au maintien d'actifs. Donc, plus de la moitié du budget en capital est lié au développement de nouveaux actifs. Concentrons-nous sur les routes d'aujourd'hui. Concentrons-nous sur les infrastructures qui existent. Entretenons-les. Je pense que déjà ça serait une bonne approche avant de dire tout de suite à Québec, on a besoin de plus d'argent. Utilisons-la pour entretenir ce qu'on a. Merci. Nicolas, êtes-vous d'accord? Ben oui, je suis 100% d'accord. Puis aussi, j'irais même non seulement dans ce sens-là, mais je veux dire qu'on n'arrête pas de parler qu'on veut avoir des augmentations du compte de taxes qui respectent la capacité de payer des contribuables. On fait souvent référence à l'inflation, mais on oublie quand même qu'il y a quelques municipalités au Québec qui ont réussi l'exercice de geler les comptes de taxes ou même de réduire leur compte de taxes. C'est le cas notamment de l'ancienne Lorette. On a aussi Gaspé, on a Varennes qui pour une 8e année d'affilée en 10 ans ou en 8e en 10 ans, il y a un gel du compte de taxes. Il y a aussi eu Saint-Augustin-de-Desmaures. Bref, il y a quand même une longue liste exhaustive de municipalités qui arrivent à éviter de refiler une augmentation du fardeau fiscal à leurs contribuables. Mais à la décharge des grandes villes comme Montréal, Québec ou Laval, il y a moins de monde. C'est bucolique et champêtre, n'est-ce pas? Tu connais bien, Sébastien, ce coin-là, là? Oui, à Saint-Augustin. Ben oui, c'est bucolique et champêtre, mais disons qu'il y a moins de nids de poules qu'ici. C'est certain, mais une des premières choses que ces municipalités-là ont faites, c'est de s'attaquer à leur endettement et donc d'éviter de... Parce qu'on sait, à Montréal, le coût de la dette à elle seule, c'est 1,3 milliard de dollars par année. Là, vous avez raison. Si on avait plus d'argent, si on n'avait pas de dette aussi importante, on pourrait justement être en mesure d'utiliser cet argent-là de meilleurs escients, justement non seulement maintenir les infrastructures existantes ou sinon en ajouter des nouvelles. Mais une chose est sûre, quand on voit les budgets augmenter encore plus que l'inflation, là, c'est 5,4% l'augmentation du budget de la Ville de Montréal cette année. C'est plus que l'augmentation des dépenses sous l'ancienne administration pour leur dernier exercice financier. Ça démontre que est-ce qu'on a vraiment les priorités à la bonne place? Quand je vois l'ajout d'une nouvelle piste cyclable sur le bord du REM qui va coûter pas loin de 30 millions, je me dis que peut-être que ce 30 millions-là aurait pu être mis justement dans les travaux de voirie, que ce soit sur Sherbrooke ou sinon là, sur Sainte-Catherine. Pas Sainte-Catherine, mais justement pour venir à Sainte-Catherine, il y a encore on a le projet de rénovation pour Sainte-Catherine-Ouest. Il y a aussi un projet qui s'en vient pour Sainte-Catherine-Est. Piétonisation 1 km de long, pas loin de 200 millions de dollars de coûts d'ici 2030. Ça, c'est le genre de projet qui aurait dû être mis au calendrier. Il faut revoir toutes les priorités. Oui, Jean-Daniel, rapidement, en terminant. Il faut rêver, il faut continuer à rêver pour Montréal. Il faut amener des gros projets. Dans une entreprise, quand les choses vont pas bien, on amène des gros projets, on fait des gros changements, on maintient pas ce qui existe. On continue à rêver, on développe le bassin pile. Non, c'est pas personnel, c'est juste mon opinion, c'est qu'il faut continuer à rêver. Il faut revenir à une étape. On développe le bassin pile, on amène des choses incroyables à Montréal, on enlève la règle de ne pas construire au-dessus du Mont-Royal. On brise les moules, on passe à d'autres choses. On fait une ville qui est agréable, qui surprend un dôme comme à Las Vegas. Il faut rêver. Il faut arrêter de... Ça, c'est un entrepreneur, ça, mesdames et messieurs. On ne peut pas continuer à vivre. Il y a des enjeux, il y a des problèmes. La ville ne veut rien savoir, mais lui continue de rêver. Si on a une belle ville, il faut qu'on continue. C'est vrai, ça a déjà été vraiment chouette d'habiter ici. C'est l'est encore, Oui, c'est vrai. Mais il faut passer à travers cette petite période de transition. On a tellement de commentaires, hein, Olivier? Ah, c'est fou. On a tout le temps d'en prendre quand même un ou deux. Un ou deux rapidement. Ben là, écoute, on avait Angela, là, que je vais résumer rapidement. Elle dit « Le déneigement est inacceptable. La neige tombée mercredi n'a jamais été ramassée depuis, c'était lundi, en fait, le 19 janvier qui était supposé passer. Ce n'est pas encore fait. Elle dit « Je suis outrée de constater que des arrondissements comme Outremont et Ville-Mont-Royal bénéficient d'augmentation de seulement 1 à 2%, oui, alors qu'elle, de son côté, dans Rivière-des-Prairies, c'est 5,6% et elle n'a accès à rien. Pas de REM, pas de métro. Donc, pour elle, c'est inacceptable. C'est un très bon commentaire. Il y a aussi même les gens qui disent l'île bizarre aussi. Aucune raison pourquoi c'est 6%. Ben, peut-être parce que, on considère peut-être qu'il y a plus de gens moyens là. Je ne sais pas comment ils considèrent pourquoi ici plus que là et moins. En tous les cas, Jean-Daniel, lâchez pas. On espère que le fait de nous avoir parlé, puis je pense que vous allez faire d'autres médias dans le courant de la journée, là, vous nous tenez au courant à savoir si ça a fini par se régler cette histoire. Je vous remercie beaucoup de nous avoir Jean-Daniel Nadeau de la Brigade Pizzeria Napolitaine sur la rue Stanley, Gabriel Giguère, analyste à l'Institut économique de Montréal, Nicolas Gagnon, qui est le directeur Québec pour la Fédération des contribuables du Canada. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Après la pause, on va discuter de Donald Trump. Ben oui, il était à Davos, il a fini par arriver. Il s'est rendu en passant par Zurich. Et là, je veux vraiment avoir votre opinion. Je ne sais pas si vous avez pu entendre certaines bribes de son discours. Ça a duré 1h15. Fait que vous avez dû en attraper un petit bout. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez que Davos, d'ailleurs, ça sert vraiment à quelque chose? On va parler du Groenland avec nos spécialistes. Restez là, tout le monde.